Bonjour, dans cette présentation, j'aimerais vous parler de l'Organisation mondiale du commerce comme un exemple d'une organisation internationale moderne. La raison pourquoi j'ai choisi l'Organisation mondiale du commerce pour cette explication, c'est pas seulement parce que je m'y intéresse particulièrement, parce qu'elle est d'une énorme importance pour la Suisse, mais aussi parce que le traité qui établit l'Organisation mondiale du commerce est relativement récent et relativement clair concernant les concepts juridiques qui définissent une organisation internationale. L'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, donc l'acte constitutif qui exprime la volonté des membres de créer une organisation internationale, est cet acte du 15 avril 1994. Il s'appelle souvent aussi l'accord de Marrakech, dans la langue courante. La Suisse en est membre, donc c'est l'Assemblée fédérale qui a approuvé ce traité le 16 décembre 1994, et la Suisse a ratifié ce traité en déposant son instrument de ratification, c'est le Conseil fédéral qui s'en est occupé, le 1er juin 1995. Selon les dispositions de ce traité, il est entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1995, vous le voyez, un mois après la ratification. Vous voyez ici les références aux documents officiels de la Suisse, recueil systématique, recueil ordinaire et la feuille fédérale. Vous trouvez cet accord aussi dans beaucoup de recueils de traités, notamment aussi celui que j'ai publié moi-même. Pour la suite de ces présentations, c'est particulièrement utile si vous avez le texte devant vous pour vérifier immédiatement ce que je vais dire. Moi aussi, j'ai ici un exemplaire de ce recueil de traités. Ce n'est pas un traité très long, mais il est très explicite et très clair. Alors, pour commencer, une petite anecdote, mais qui vous montre aussi, encore une fois, la problématique et l'importance de ce sujet. Le prédécesseur de l'OMC, c'était le GATT, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On en parle aussi aujourd'hui. Alors, ce GATT, c'est l'accord général sur les droits de douane et le commerce. C'était un traité qui avait été négocié après la Deuxième Guerre mondiale. Il a été conclu en 1947 et pendant de nombreuses années, jusqu'en 1995, donc pendant pratiquement 50 ans, c'était la plateforme, le document qui était utilisé pour la coopération internationale dans ce domaine. Alors, ce GATT avait un secrétariat à Genève. C'est dans le même bâtiment que l'OMC est encore aujourd'hui. Et ce GATT, ce traité, est aujourd'hui une partie, une composante du système de l'OMC. Donc il existe toujours, mais en tant qu'un des traités sur la base desquels les membres de l'OMC coopèrent dans le domaine du commerce. Mais jusqu'à 1995, donc à peu près entre 1947 et 1995, ce GATT avait un secrétariat à Genève, mais en principe sur la base de ce traité. Alors, au fur et à mesure, tout de même, les activités des États et aussi les activités qui ont été confiées par les États à ce secrétariat du GATT se sont multipliées. Et dans les années 30, il s'est posé de plus en plus la question quel était le statut de ce secrétariat. Et ce statut était finalement dérivé de ce traité qui était aussi appliqué par la Suisse, qui était lié par le GATT. Alors la DDIP, la Direction de droit international public, une direction spécialisée et compétente pour les questions de droit international public au sein du département fédéral des affaires étrangères,
le ministère des Relations étrangères de la Suisse. Cette direction, on lui a demandé d'établir un avis de droit. Et dans cet avis de droit, on trouve une analyse concernant le statut de ce GATT sur la base de ce traité. Et l'administration suisse vient à la conclusion qu'il ne s'agit que d'un traité, mais que dans la réalité, dans les faits, de facto, la Suisse et les autres membres traitent ce GATT comme si c'était une organisation internationale. Et pourquoi est-ce que c'est important? La Suisse vient à la conclusion que le GATT n'est pas une organisation internationale au sens formel. Parce qu'on vient à la conclusion que dans ce traité, les organisations internationales n'avaient pas exprimé la volonté de créer une organisation internationale avec sa propre personnalité internationale. Mais dans la réalité, notamment des années 70, on pouvait tout de même observer que le comportement des États était différent. Et donc la Suisse a dit, nous allons faire comme si c'était une organisation internationale, même si c'est peut-être pas idéal. Et donc, quand en 1995, on a créé l'Organisation mondiale du commerce, c'était l'occasion de créer une vraie organisation internationale avec une base, un traité établissant cette organisation qui prévoit exactement la portée, notamment de la capacité juridique de cette organisation et son statut en Suisse et envers les États membres. Cela me permet de rappeler juste qu'il existe encore d'autres entités dans les relations internationales qui ne sont pas des organisations internationales. C'est notamment le cas des ONG, des organisations non gouvernementales, par exemple Greenpeace, Amnesty International, Transparency International, Médecins sans frontières, qui parfois ont des budgets très importants et qui jouent un rôle important, mais qui ne sont clairement pas définis comme des sujets de droit international. Et pour les distinguer, quand on parle des organisations internationales, en tant que sujet de droit international, on parle parfois d'organisations intergouvernementales. Donc l'OMC, dont nous allons parler dans cette présentation, c'est une organisation intergouvernementale. Juste encore pour vous rappeler un cas très particulier, le Comité international de la Croix-Rouge, qui siège également à Genève et qui, dans la réalité et dans la vie quotidienne, se comporte pratiquement comme une organisation internationale, il n'est pas une organisation internationale non plus. Pourquoi? C'est une association créée en vertu du droit suisse, selon le Code civil suisse. Les membres du CICR ne sont pas des États, donc ne sont pas des sujets de droit international, mais dans la réalité, dans certains traités, notamment les conventions de Genève, entre États, on a confié à cet Comité international de la Croix-Rouge certaines fonctions. Et on lui a même donné des droits et des obligations. Et donc à ce moment-là, le CICR est devenu titulaire de droits et de fonctions en vertu de certains traités conclus par des sujets de droit international. Et on dit souvent, alors oui, le CICR est donc devenu un sujet de droit international. Ce n'est ni un État, ni une organisation internationale. Donc c'est un sujet très particulier, souvent appelé un sujet sui generis, un sujet international sui generis. Parlons maintenant de l'Organisation mondiale du commerce comme un bon exemple d'une organisation internationale classique qui respecte toute la théorie des organisations internationales. Ce qui est intéressant ici dans un premier temps, c'est l'article 1er du traité ou de l'accord instituant l'OMC. Il dit « L'Organisation mondiale du commerce, si après dénommée l'OMC, est instituée par le présent accord. » On peut parler ici pratiquement d'un acte de naissance. Donc cette disposition rend clair que les États, ou plutôt les membres
nous allons voir qu'il n'y a pas que les États qui peuvent être membres de l'OMC, qui est assez exceptionnel, mais c'est possible si c'est souhaité. Donc les membres de l'OMC ont ici, ils expriment la volonté de créer une organisation internationale. Le statut juridique de cette organisation est délimité surtout par l'article 8 du traité. Dans l'article 8, on dit entre autres, l'OMC aura la personnalité juridique. Donc, ce qui manque dans beaucoup de traités, de vieux traités, qui sont à la base d'organisations internationales, est clairement dit dans l'article 8. Oui, cette entité est un sujet de droit international qui a la personnalité juridique. L'article 1er continue, l'OMC se verra accorder par chacun de ses membres la capacité juridique qui pourra être nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Donc on parle ici, aussi contrairement à beaucoup de vieux traités, de la capacité juridique et elle est tout de suite délimitée. On dit qu'elle est limitée par les fonctions qu'on a octroyées à l'OMC. Elle a la capacité juridique qui est nécessaire à l'exercice de ces fonctions. On appelle ça une délimitation fonctionnelle. L'OMC a la capacité juridique fonctionnelle. Elle peut faire ce qui est nécessaire pour accomplir ses tâches, ses fonctions. Cela rend clair qu'il faut donc parler des fonctions de l'organisation. Quelles sont les fonctions? Alors souvent, c'est simplement exprimé par le préambule ou par le titre d'un traité, le nom donné à une organisation. Alors c'est en partie aussi vrai pour l'Organisation mondiale du commerce. Elle a le commerce dans son titre. Et si on lit le préambule, on parle un peu des objectifs. Mais il existe aussi un article plus spécifique, un article 2 qui parle du champ d'application de l'OMC et un article 3 qui parle en détail des fonctions de l'OMC, dans lequel on définit un peu plus en détail ce qu'on entend par commerce. On voit aussi ici, encore une fois, une représentation ou un exemple du principe de la spécialité, du principe de spécialité dans la création d'organisations internationales qui a tout de même qui définit un peu le système des organisations internationales tel qu'il a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Les articles 2 et 3 définissent en principe ce qu'on entend par commerce. Dans la réalité, ça peut tout de même aller très loin. Pour vous donner un exemple sur une question controversée, en 1995, quand l'OMC a remplacé le GATT, et quand on a créé cette organisation internationale, on a aussi discuté s'il fallait inclure certaines règles sur la protection intellectuelle. C'est notamment des brevets, des droits d'auteur. Alors c'est extrêmement important pour le commerce international, c'est vrai. Par exemple, les entreprises pharmaceutiques suisses, Novartis, Roche, sont titulaires de beaucoup de brevets qui garantissent à ces deux entreprises de pouvoir vendre exclusivement certains produits à des prix parfois relativement élevés, ce qui est souvent critiqué par des observateurs et des pays en voie de développement. Et à ce moment-là, on a inclus une certaine garantie de ces droits de la propriété intellectuelle dans les traités de l'OMC. Et cela a été critiqué par certains pays qui ont dit, mais voilà, c'est pas du tout du commerce. Hein. Le commerce, c'est l'échange de marchandises, l'échange de services, mais il ne faut pas parler de la propriété intellectuelle à l'OMC. Il existait déjà une organisation spécialisée, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, qui a son siège également à Genève. Mais on a interprété la notion de commerce au sens relativement large, et vous le trouvez aussi dans les articles 2 et 3, en incluant
les aspects de la propriété intellectuelle qui ont un trait au commerce. En anglais, on appelle ça Trade-Related Intellectual Property Rights. Et il existe un accord TRIPS, Trade-Related Intellectual Property Rights, dans le cadre de l'OMC. Donc vous voyez pourquoi aussi cette question des fonctions et la définition de ces fonctions est importante et qu'on veut souvent régler ça en plus de détails dans une organisation internationale de nos jours. Il faut parler des organes, de la structure de l'organisation. Vous savez déjà qu'une organisation internationale a besoin d'au moins un organe. Alors l'OMC est tout de même aussi un peu plus complexe. Elle a plusieurs organes et ils sont essentiellement décrits dans les articles 4 à 6 de l'accord établissant ou instituant l'Organisation mondiale du commerce. Souvent, on se demande, est-ce qu'une organisation a un organe central? Un organe dont dépend en principe les autres, qui est un peu au centre de l'organisation. Ce n'est pas toujours si clair et si facile à dire. Par exemple, pour les Nations Unies, c'est vrai, on peut dire l'Assemblée générale où tous les États sont représentés. C'est tout de même la pierre angulaire du système. Tous les membres sont représentés, tandis que dans beaucoup d'autres organes, les États ne sont pas tous représentés, ou ne sont pas du tout représentés directement, si on pense au secrétariat général. Et tout de même, pour l'Organisation des Nations Unies, certains diraient probablement, oui, mais on entend beaucoup plus souvent parler du Conseil de sécurité, et dans la réalité, il est politiquement beaucoup plus important. Donc là, il y a des débats. Et c'est aussi vrai pour l'OMC, même si c'est peut-être pas aussi controversé comme dans le domaine de la sécurité pour les Nations Unies. Le commerce est aussi important, il y a aussi beaucoup de questions très controversées. Alors, la structure de l'OMC, c'est qu'on crée dans l'article 4, premier alinéa, une conférence ministérielle. Et cette conférence ministérielle est composée des représentants de tous les membres et ils devraient en principe se réunir au moins une fois tous les 2 ans. Et donc souvent on dit que cette conférence ministérielle, c'est du point de vue protocolaire l'organe le plus élevé parce que déjà, vous voyez dans le nom, c'est une conférence ministérielle. Donc on veut en principe que les gouvernements soient représentés directement par des ministres, donc des membres du gouvernement. D'autres membres qui sont établis à l'OMC, c'est toujours dans l'article 4, un conseil général, dans la ligne 2. C'est un conseil général qui siège à Genève et où les États se font représenter par des chefs de mission, normalement avec un titre d'ambassadeur, qui se réunissent beaucoup plus souvent. Si la conférence ministérielle se réunit en principe tous les 2 ans, le conseil général, avec les ambassadeurs qui siègent normalement à Genève, se réunit beaucoup plus souvent, normalement au moins une fois par mois, et s'occupe donc des affaires courantes. On peut aussi se demander s'il y a un organe exécutif. Est-ce qu'on a un organe, une espèce d'administration qui s'occupe du travail quotidien, de l'administration de l'organisation? Normalement, très souvent, c'est un secrétariat. Est-ce qu'on a créé un secrétariat? Alors, dans le cas de l'OMC, c'est le cas, comme c'est normalement le cas pour une organisation internationale. Dans l'article 6, on dit « Il sera établi un secrétariat de l'OMC, si après dénommé le secrétariat, dirigé par un directeur général. » Donc l'OMC dispose d'un secrétariat relativement important, avec plusieurs centaines de fonctionnaires et d'employés à Genève, dans le centre William Rappard, un bâtiment qui a pris le nom d'un ancien négociateur et diplomate suisse, d'origine genevoise.
William Rappard. Et dans ce bâtiment siège donc l'essentiel du secrétariat de l'OMC, dirigé historiquement par un directeur général, et depuis très peu, pour la première fois, par une directrice générale, une femme. Et la deuxième nouveauté, il s'agit pour la première fois d'une directrice générale qui vient d'un pays africain. Avec cela, on signale tout de même aussi que l'organisation internationale qui a été créée et que le commerce sont aussi très importants pour les pays africains. Et après toute une série de directeurs généraux, hommes, européens, surtout nouvelle-zélandais, asiatiques, on a maintenant une femme africaine qui doit diriger cette organisation. D'autres éléments qui sont importants pour le fonctionnement de l'organisation sont, par exemple, la prise de décision. Donc, nous avons des organes, mais comment vont-ils décider? L'article 9 s'intitule « Prise de décision » et décrit en détail comment les décisions sont prises au sein de l'OMC. Cela peut être différent pour les différents organes. Là, les membres sont libres, bien sûr, à trouver les règles qui leur conviennent. Pour l'OMC, c'est donc décidé et décrit en détail dans cet article 9. Une autre question qui est toujours importante, c'est le financement. Et c'est l'article 7 du traité instituant l'OMC qui parle du budget et des contributions. Comme pour beaucoup d'organisations internationales, les membres de l'organisation sont obligés à payer un certain pourcentage du budget. Et comme dans la plupart des organisations, c'est différencié selon le pouvoir économique et le statut économique des États. Les membres riches payent plus que les États pauvres. Il faut aussi parler de la question comment on peut adhérer à l'organisation. Alors, il y a des membres originels, ceux qui ont créé l'organisation en 1994-95, mais notamment dans le cas de l'OMC, on a prévu que beaucoup de membres vont adhérer plus tard, parce que du point de vue économique, ils n'étaient pas encore prêts, et il fallait négocier les conditions pour cette adhésion. Alors, dans le cas de l'OMC, c'est particulièrement important, parce que pour devenir membre de l'OMC, il faut accepter une certaine libéralisation du commerce. Et ça peut être parfois très compliqué et controversé. Par exemple, l'adhésion de la Chine à l'OMC, cette procédure a pris des années et les négociations ont été très difficiles, mais tout de même, à la fin, la Chine a pu adhérer à l'OMC. Les membres originels et leur statut est décrit dans l'article 11 de l'OMC, tandis que l'accession ou l'adhésion, l'accession est décrite dans l'article 12. Finalement, l'OMC dispose de son propre système de règlement de différends. Il est particulièrement important et ce règlement de différends est décrit en détail dans un accord supplémentaire au traité établissant l'OMC. C'est assez détaillé, c'est assez compliqué, mais c'est une part intégrante du système de l'OMC et certains diraient que c'est même un des éléments les plus importants. Les membres utilisent l'OMC pour éviter l'escalade de leurs différends commerciaux et il y a un grand nombre de différends à l'OMC. Presque toutes les semaines, voire tous les mois, il y a des nouvelles concernant des différends qui sont réglés à l'OMC. Pour la Suisse, on peut mentionner comme une expression de cette reconnaissance du statut juridique de l'OMC
l'accord de siège. C'est une particularité pour la Suisse en tant que membre, parce que l'OMC a son siège en Suisse. Au moment de la création de l'OMC, la Suisse est cette organisation internationale de sujets de droit international, l'OMC, reconnue en tant que sujet international, organisation internationale, par la Suisse, ont conclu un accord. C'est l'accord du 2 juin 1995 entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce, en vue de déterminer le statut juridique de l'organisation suisse. Comme la Suisse est aussi membre de l'organisation, évidemment, le statut est à la fois défini par le traité établissant l'OMC, que nous venons de voir, et des questions spécifiques traitées par cet accord de siège. Alors, pour ne pas aller dans tous les détails de cet accord, pour la théorie des organisations internationales, il y a un aspect qui est particulièrement important, c'est celui de la personnalité et de la capacité juridique. L'article 2 lie le Conseil fédéral suisse, en tant qu'organe représentant la Suisse dans ces négociations, reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de l'organisation. Et l'organisation, a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que d'ester en justice. Alors ici, vous voyez une définition ou au moins une illustration de la capacité juridique de l'organisation en Suisse. Nous avons vu, la capacité juridique de l'OMC est définie dans l'accord instituant l'organisation. Et nous avons vu, c'est essentiellement une description fonctionnelle. L'OMC doit être en mesure, capable d'assumer ses fonctions. Et ici, on donne comme illustration certains exemples qui sont particulièrement importants pour le secrétariat de l'OMC, puisqu'il a son siège à Genève. L'organisation doit pouvoir acquérir et aliéner des biens immobiliers. Et elle doit pouvoir ester en justice si jamais elle a un différend, par exemple avec un particulier, un commerçant à Genève qui lui a vendu des biens, par exemple, dont elle a besoin pour son fonctionnement quotidien. Donc vous voyez ici, aussi dans le traité de siège, l'accord de siège entre la Suisse et l'OMC, on tient compte de la théorie internationale des organisations internationales. On parle de la personnalité juridique et de la capacité juridique de l'organisation et on ajoute certains détails pour rendre clair que cette capacité de l'OMC inclut, entre autres, la capacité de contracter en Suisse. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Merci et à bientôt.